Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, un incendie s'est produit hier soir sur le site industriel d'Ineos à Sarralbe. Le secteur de stockage d'Alkil s'est enflammé aux alentours de 18 h. Une fuite a été détectée sur un conteneur mobile d'Alkil, un produit qui s'enflamme au contact de l'air et de l'eau. 50 pompiers du secteur ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. L'incendie a été maîtrisé vers 22 h 15. Le personnel d'Ineos n'a pas été blessé et aucun riverain n'a été incommodé par l'incendie. Tout de suite, le résumé de l'info, c'est notre 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Incendie à l'usine Ineos de Sarralbe. Hier soir, une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés pour un feu d'Alkil sur le site Ineos. Le sinistre n'a fait aucun blessé, mais l'activité est stoppée jusqu'à la décision du préfet. Si les joueurs du Sarreguemines FC préparent leur prochain match de Coupe de France avec assiduité, dans les coulisses, on bichonne aussi le terrain de la Blise. Avec l'arrivée de la neige, il faut le protéger. On pourra ainsi accueillir le Stade de Reims dans de bonnes conditions samedi à 15 h. Qui ne dit mot consent. Depuis le 1er janvier, si vous ne vous êtes pas prononcé concernant le don d'organes, vous êtes donneur potentiel à moins de vous inscrire sur une liste spécifique de refus de don. Bernard Kirsch, agriculteur de Zengbouz, greffé du cœur il y a 18 ans, témoigne. Le Grand Est compte plus de 1400 centenaires, un chiffre en hausse qui a même triplé depuis 1999. Parmi eux, Robert Guggenheim, qui vient de souffler ses 100 bougies avec sa famille. L'occasion aussi de livrer ses secrets de longévité, une bonne hygiène de vie et son couscous préféré. Soupçonné de préparer des attentats à l'aide de camions remplis d'explosifs, un Syrien de 38 ans a été arrêté et mis en détention à Sarrebruck dimanche. Malgré des contacts avérés avec l'État islamique auquel il aurait réclamé 180 000 € pour mener des actions dans plusieurs villes d'Allemagne, aucun projet concret n'a été découvert. Séquence souvenir à présent. Souvenez-vous, c'était il y a un an, le 3 janvier 2016. Le SFC éliminait Valenciennes en 32e de finale de la Coupe de France. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. Nouvelle victoire pour le Sarreguemines Football Club. Après leur exploit face à Dijon le mois dernier, ils ont une nouvelle fois surpris les 2300 spectateurs présents au stade de la Blise en battant l'équipe de Valenciennes, 17e de Ligue 2. Sur le papier, les nordistes auraient dû gagner le match, mais la persévérance des footballeurs faïenciers a porté ses fruits. Après des frappes du côté de Valenciennes, c'est le but pour Sarreguemines à la 20e minute. Hassan Mbarki profite de l'erreur de la défense valenciennoise pour s'approcher du but. Le gardien Perkis s'avance et voit la balle passer entre ses jambes. Et tous les espoirs sont à nouveau tournés vers le SFC qui affronte cette année le Stade de Reims en 32e de finale de la Coupe de France. Le SFC qui craint d'ailleurs les intempéries et chutes de neige du début d'année. Allez, on regarde d'ailleurs ce qui nous attend pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, de la neige est prévue pour cette nuit et jusqu'à demain matin et assez fort pour atteindre une couche de 2 à 5 cm mais de manière très temporaire puisque les températures seront bien moins fraîches qu'aujourd'hui et les précipitations de l'après-midi se transformeront en pluie et neige mêlée. Du côté des températures, les minimales tourneront autour du 0 degré et les maximales atteindront de 1 à 3 degrés. Demain nous sommes le mercredi 4 janvier, nous fêtons les Odilons. Le soleil nous accompagnera de 8h25 à 16h48. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à demain. Pour commencer ce JT et pour définitivement clore la période de fête, notez que la Casque met en place une collecte de sapins de Noël. Elle commence la semaine prochaine, mardi 10 janvier pour la ville de Sarreguemines, puis les jours suivants pour toutes les autres communes de l'agglomération. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 0819 18 80.
Le début d'année est aussi accompagné de son lot de changements. Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation sur le don d'organes a évolué et c'est au niveau du refus que se situe le changement. Désormais, il existe 3 façons de l'exprimer: en remplissant un formulaire en ligne sur le registre national des refus, en rédigeant un papier qui a désormais une valeur officielle ou par l'attestation écrite et non plus orale de la famille. Côté autorisation, rien ne change depuis la loi de 1976. Nous sommes tous présumés donneurs d'organes, une réglementation qui vise à favoriser le nombre de vies sauvées, comme celle de Bernard Kirsch, agriculteur à Zengbouze, qui a bénéficié d'une greffe de cœur. Un portrait signé Coraline Pozzi, Thibault Leroy et Guillaume Dumonteil. En 1998, la vie de Bernard Kirsch a basculé. Âgé à l'époque de 42 ans seulement, il a été victime d'un infarctus. Pour lui permettre de continuer à vivre, une greffe de cœur était inévitable. Une nouvelle difficile à accepter pour le patient. Je pensais que mon état de santé allait s'améliorer. Et j'ai donc demandé au docteur Souris, peut-être s'était-il trompé, et qu'il fallait peut-être recommencer des examens pour effectivement être sûr qu'il me fallait une transplantation. Jusqu'au dernier moment, Bernard Kirsch ne voulait pas croire à la greffe. Le professeur Villemont me dit il faut absolument donner votre accord de greffe. Et je ne voulais toujours pas. Et c'est là que mon épouse intervient et m'aide à prendre la décision de dire oui au don d'organes, oui à la transplantation. Au final, Bernard a donné son accord. 3 jours seulement après cette décision, un cœur lui a été proposé. Après une opération longue de 7 heures, Bernard s'est ménagé pendant 2 ans, le temps que son organisme accepte son cœur. Il a ensuite repris le cours normal de son existence, si ce n'est qu'il est désormais reconnu invalide. Bernard doit aller régulièrement chez un médecin, prendre des cachets à heure fixe et faire attention à son alimentation. C'est un miraculé. Ça nous a permis de vivre de belles années, de prendre des vacances, de profiter de nos enfants, de nos petits-enfants et futurs petits-enfants peut-être. Beaucoup de gens ne sont pas sensibilisés au don d'organes. C'était le cas aussi à l'époque de la famille Kirsch. Aujourd'hui, ils sont très impliqués dans l'association des donneurs d'organes et de tissus de Moselle ou ADOT 57. Un des buts principaux de cette organisation est d'encourager un maximum de personnes à penser au don d'organes post-mortem. Une décision qui peut sauver des vies. Bernard en est la preuve. On fait chaque année, à la date de la greffe de Bernard, on pense à une messe pour ce donneur qui nous a permis donc que Bernard soit là. C'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs. Chaque année, en France, environ 350 personnes sont sauvées par une greffe de cœur. Un autre portrait à présent, celui de l'ancien sarregueminois Robert Guggenheim. Il est connu dans la région pour son entreprise d'ameublement. Mais s'il marque l'actualité aujourd'hui, c'est parce qu'il vient de fêter son 100e anniversaire. Pour l'occasion, il est revenu à Sarreguemines et Marie Lorenz s'est invitée à la fête pour tenter de connaître son secret. 100 ans, un siècle d'existence, ça mérite bien une fête. Robert Guggenheim est né le 30 décembre 1916 à Hambourg en Sarre. Une vingtaine d'années plus tard, il traverse la frontière et s'installe à Sarreguemines. Avec son frère et sa sœur, il va fonder une entreprise d'ameublement réputée. Ils avaient créé à l'époque ce qui s'appelait les meubles Guggenheim Frères. Et donc ils avaient créé la maison d'ameublement qui a été pendant près d'un demi-siècle la maison où venaient s'approvisionner en ameublement et en décoration les Sarregueminois et les gens de la région. Il y a 20 ans, Robert Guggenheim décide de passer sa retraite au soleil. Il s'installe à Perpignan. Mais c'est à Sarreguemines, entouré de toute sa famille, qu'il a voulu fêter cet anniversaire si particulier. Et pour garder la forme pendant un siècle entier, Robert a un secret assez simple. Je suis en bonne santé, toujours été en bonne santé. Je fume pas et je bois pas et je me tiens toujours en bonne forme. Voilà, un bon couscous de temps en temps, ça fait pas de mal. Et son couscous, il y tient, ses fils l'ont bien compris. Pour eux, c'est aussi une grande fierté de pouvoir célébrer les 100 ans de leur père. C'est quelque chose d'assez impressionnant de toute façon d'arriver à cet âge-là et donc ça méritait une fête. Et comme il aimait bien, lorsqu'il était à Sarreguemines, venir ici dans ce restaurant,
Nous sommes revenus pour lui faire plaisir et lui rappeler ce bon vieux temps. Robert est aujourd'hui reparti à Perpignan, mais peut-être reviendra-t-il déguster un bon couscous à Sarreguemines, sa ville de cœur, pour souffler sa 101e bougie. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On poursuit l'actualité avec mon invité du jour, Jean-Claude Kratz. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez une double casquette. Vous êtes à la fois maire de Louperchouze et vice-président de la Casque. Et c'est justement à ce deuxième titre qu'on va évoquer un petit peu les projets pour 2017 et notamment la création d'une 3e crèche pour la Casque. Alors expliquez-nous un petit peu ce projet. D'accord. Je voudrais commencer, puisque vous m'en offrez l'occasion, présenter d'abord mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite à tous nos téléspectateurs, et plus particulièrement aux habitants de ma commune, Louperchouze-Elvillers. Alors pour revenir maintenant à cette 3e crèche que vous évoquez, il faut savoir donc que le 15 décembre, le Conseil communautaire a adopté ou a précisé son intention de participer à la construction d'une crèche transfrontalière. Alors cette crèche transfrontalière répond à des préoccupations manifestées par différents partenaires, notamment le groupement européen de coopération transfrontalière, qui souhaite accentuer, renforcer la cohésion sociale donc des habitants de notre territoire. Il y a également la ville de Sarrebruck qui a besoin de 120 places pour la petite enfance. Et en 2004, le rapport Madinfort, qui avait été fait à l'époque donc pour la Casque, avait conclu à la nécessité de construire une 3e crèche après celle de l'atelier des Lutins et celle de Sarreguemines, la Bulle Enchantée. Et finalement, il y a là une convergence d'objectifs qui permet d'envisager cette construction de la 3e crèche, puisqu'elle répondrait à la fois à l'objectif du GECT et également aux besoins de la ville de Sarrebruck et aux besoins donc éventuels de la Casque. Mais évidemment, cette crèche transfrontalière devra encore faire l'objet d'études plus poussées pour en étudier la faisabilité. Alors il faut savoir que pour le moment, c'est une déclaration d'intention qui a été faite pour permettre au GECT de solliciter une subvention dans le cadre du plan Interreg 5A. Et alors, elle sera biculturelle, c'est-à-dire que les 2 langues seront pratiquées. Comment ça va se passer? C'est quoi le petit plus? Alors, le petit plus, ce que nous souhaitons, effectivement, c'est de faire réellement une crèche transfrontalière. Il ne s'agit pas uniquement de construire des murs, il s'agit aussi de créer une ambiance, une atmosphère résolument transfrontalière. Donc, le petit plus, c'est qu'elle accueillera, si l'on part sur le principe de 40, 20 du côté français et 20 du côté allemand, elle accueillera une 40aine d'enfants qui seront encadrés par du personnel français et du personnel allemand, et on veut ainsi développer les compétences linguistiques et culturelles de ces enfants, puisque le personnel allemand parlera en allemand, le personnel français parlera en français à ces enfants, et c'est le meilleur âge pour apprendre une langue vivante. Alors vous êtes en charge de la petite enfance, mais pas seulement, aussi de l'aménagement de structures communautaires. Alors là, en termes de projet, qu'est-ce qui est à prévoir pour 2017? Alors dans le cadre des structures communautaires, dans le cadre des délégations que m'a confié le président, j'ai effectivement en charge les gymnases communautaires. Et à ce titre-là, une réflexion a été engagée suite au lancement du diagnostic territorial approfondi, qui a d'abord conclu qu'un équipement scolaire, en tout cas manqué de gymnase, c'est le collège Fulrad. Donc manquait de gymnase, mais la ville manquait, notre territoire manquait également peut-être d'une grande salle susceptible d'accueillir des manifestations importantes. Et donc c'est seulement encore un projet, c'est seulement encore à l'étude? Pour le moment, on ne peut pas en dire plus, c'est uniquement encore dans le cadre de... C'est au niveau de l'étude encore, nous sommes en train d'y réfléchir, mais les choses devraient quand même démarrer prochainement, ou en tout cas on devrait conclure prochainement. Affaire à suivre alors. Je vous propose maintenant de regarder notre séquence sur le vif. On s'est intéressé à une autre nouvelle réglementation de 2017. On regarde et on en reparle juste après. Depuis le 1er janvier, la législation sur les emballages plastiques change et nous sommes ici avec Damien de Rayon Grand Frais, ici à Sarreguemines. Alors, qu'est-ce qui change concrètement chez vous? Donc à partir de fin des stocks en sachet nylon, nous passons en sachet craft. Alors, ça veut dire que le nylon disparaît complètement? Il y en a encore ici aujourd'hui? Oui. Nous finissons les stocks en magasin, donc il en reste quelques-uns, quelques rouleaux.
Une fois que les rouleaux sont complètement terminés, je passe sur du papier craft que nous avons commandé aujourd'hui, que nous recevrons dans les prochains jours. Donc ça se présente comment? Ce sont des rouleaux, on peut en prendre autant qu'on voudra? Et des sachets uniques, donc qu'on disposera comme les autres sachets, puis le client pourra se servir. Ces sachets ils tiennent l'humidité? Parce que je pense souvent à ma salade un peu humide que j'emballe. Ils devront. Donc j'espère que oui. Je ne les ai pas encore vus, donc je ne les ai pas encore reçus. Et pour vous, ici, est-ce que ce sont des sachets qui coûtent plus cher? Est-ce que le client n'a pas à les payer, c'est gratuit? Ça sera toujours gratuit, le coût est forcément plus cher, mais c'est le magasin qui prendra en charge ce coût supplémentaire. Merci Damien. Alors voilà, qu'est-ce que vous inspire cette nouvelle réglementation? Est-ce que vous, en tant que maire, c'est une des causes prioritaires que vous défendez pour votre commune? En tout cas, c'est une cause importante et je crois que cette législation a un impact tout à fait positif sur l'environnement, puisqu'on parle même d'un 6e continent qui serait composé des sacs plastiques. Et les sacs de plastique ils contribuent grandement à empoisonner, à faire mourir la faune maritime, quoi. Donc je crois que c'est une législation qui va dans le bon sens. Alors en tant que maire, je crois, et en tant que vice-président de la CASC également, les questions de l'environnement nous préoccupent et nous sommes toujours à la recherche de solutions destinées à faire des économies d'énergie et à préserver l'environnement. Et alors à ce titre, est-ce que des projets sont envisagés dans ce sens-là pour défendre la cause environnementale dans votre commune, au niveau de la CASC? Alors en ce qui concerne notre commune, ou ma commune plus particulièrement, donc nous envisageons de développer des circuits doux, donc de recréer un sentier historique qui existait entre Louperchouse et Elvillers et qui devrait faciliter de nouveau des déplacements à pied et éviter d'être obligé de recourir à sa voiture. Au niveau de la CASC également, nous mettons en œuvre même déjà dans les gymnases des travaux destinés à renforcer l'isolation, à faire des économies d'énergie, donc à polluer également, à diminuer la pollution qui pourrait survenir suite au chauffage. Et tous ces projets, bien évidemment, on les suivra tout au long de l'année et on en parlera dans notre JT. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve dans un instant pour le 2e épisode de notre série de la semaine. À tout de suite. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Quand on est champion de haut niveau, y a-t-il une vie en dehors du sport? 3 sportifs de haut niveau et Emmanuel Gonigam, à l'origine du dispositif Moselle Sport Academy, seront sur notre plateau pour en débattre. Les dossiers de Mosaïque, c'est vendredi, dès midi. Suite de votre série Seconde vie en EHPAD, toute cette semaine, vous allez découvrir le fonctionnement d'une maison de retraite. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Marianne Porté. Elle est agent de logistique depuis 7 ans à la maison de retraite Sainte-Marie à Sarreguemines. Un quotidien prenant, regardez. Bonjour Madame Gérard. On ne fait pas que ménage, on participe à la plonge, au service et au portage de repas à domicile. Une journée type de ma fonction, c'est-à-dire que le matin, quand je commence à 7 heures, on nettoie les passages communs, entre autres les couloirs.
Vers 7h30, on commence à faire les chambres, c'est-à-dire les lits. Quand on est en train de nettoyer la chambre, c'est vrai que les résidents nous confient des fois leur petite vie qu'ils avaient avant de venir là, et puis quand ils étaient jeunes, et puis les enfants et tout. Des fois, ils ont des choses quand même, des souvenirs qui leur tiennent au cœur, et puis il faut faire attention de ne pas abîmer aux objets personnels. On a un protocole à respecter, point de vue des produits, de désinfection, toute la chambre une fois par semaine. Et puis, point de vue sécurité aussi, c'est-à-dire que quand les couloirs sont mouillés, il faut mettre les panneaux de sécurité parce que forcément, ils ne voient pas quand c'est mouillé. Ça fait chaud au cœur et on ne voit pas la journée passer parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et puis, déjà, le contact avec les personnes âgées, c'est agréable. On poursuit notre menu anti-gaspillage de la semaine. Aujourd'hui, on travaille avec un reste de foie gras du réveillon pour une recette toute simple et goûteuse. Regardez. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, les experts de la fermeture. Un reste de foie gras? Comme on n'en mange pas souvent, c'est quand même rare qu'il en reste. Mais admettons. Alors pourquoi ne pas le recycler dans une sauce? Dans une poêle huilée, faites revenir l'oignon haché et les champignons émincés et réservez. Dans une petite casserole, faites fondre le foie gras coupé en morceaux. Délayez la maïzena dans la moitié de la crème et ajoutez au foie gras. Remuez jusqu'à ce que la crème épaississe et passez au chinois. Remettez la sauce dans la casserole, ajoutez le reste de la crème, puis les champignons et les oignons. Salez et poivrez et maintenez au chaud jusqu'au moment de servir avec les pâtes de votre choix. Pour réaliser cette recette, pour 4 personnes, il vous faudra 300 g de pâtes, 2 tranches de foie gras mi-cuit, 20 centilitres de crème liquide, une cuillère à café bombée de maïzena, un oignon, 300 g de champignons de Paris frais, du sel et du poivre. Cette sauce accompagnera aussi bien un magret de canard. On y ajoutera alors un soupçon de Porto. Bon appétit! On découvre aujourd'hui un nouveau talent dans notre émission Face à moi, réalisée en collaboration avec la ville de Sarreguemines. Aujourd'hui, Octave Broubacher, tromboniste de 14 ans, nous joue à la manière de Vivaldi de Jean-Michel Desfait. Issu d'une famille de musiciens, c'est tout naturellement qu'à l'âge de 7 ans, il s'inscrit au conservatoire. On regarde. Je m'appelle Octave Broubacher, j'ai 14 ans et je fais du trombone depuis l'âge de 7 ans. J'aime le trombone, c'est ma passion et c'est pour ça que j'en fais.
Quand je me vois sur scène, je vois un jeune homme qui aime la musique. Pour moi, la musique, c'est une passion. Je ne sais pas encore si je vais en faire mon métier, mais ce serait une option. J'ai choisi ce morceau qui s'appelle « À la manière de Vivaldi » parce que j'aime bien interpréter cette chanson, je trouve qu'elle est belle. La difficulté de ce morceau pour le trombone, c'est la vitesse et la technique. Voilà. Mon artiste référence, c'est Ibrahim Alouf, un trompettiste connu mondialement, parce qu'il fait de la trompette, mais en même temps, ça se voit qu'il aime la musique et c'est très moderne. Voilà. Mon avenir dans la musique, je ne sais pas trop encore. Je vais continuer pendant encore quelques années parce que là je suis qu'au collège. Je vais continuer au conservatoire et je vais continuer de m'amuser comme ça jusqu'à ce que je peux. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. D'ici là, passez une très belle journée.